Chaque jour, environ 170 milliards d'emails sont envoyés dans le monde, dont environ 50% ne sont juste que du spam. Parmi ces emails, 3 milliards sont des emails de hameçonnage, c'est-à-dire des emails qui se font passer pour quelqu'un de confiance pour après vous rediriger vers une arnaque, grâce à un lien piégé par exemple. Une des méthodes pour se protéger contre cette attaque, c'est tout simplement de regarder l'expéditeur de l'email et de voir si c'est quelqu'un de confiance ou pas. Mais est-ce que cette technique marche vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas, par hasard, des petits malins qui peuvent briser le système en par exemple envoyant des emails depuis une autre adresse qui ne leur appartient pas? Eh bien, cela existe. Cette technique s'appelle l'usurpation d'email et elle est très bien connue des attaquants et des défenseurs. En théorie, usurper une adresse email pour un attaquant, c'est relativement simple. Pour vous montrer comment cela fonctionne, je vais d'abord vous montrer comment les emails sont envoyés. Ce n'est pas juste hop, j'appuie sur un bouton et le receveur reçoit magiquement un message dans sa boîte mail. Il y a un protocole à respecter, et c'est le protocole SMTP. Donc déjà, première chose à faire, l'utilisateur qui veut envoyer un email va se connecter au serveur SMTP. C'est le serveur SMTP qui va gérer l'envoi et la réception des emails. En fait, c'est un peu comme si vous alliez à la poste. Et à la poste, c'est-à-dire au serveur SMTP, vous lui dites « Ok, je veux envoyer un email, voici l'expéditeur de l'email, le président@test.fr et voici le destinataire de l'email, c'est-à-dire la banque@gmail.com. » C'est la première partie, on la nomme l'enveloppe. C'est grâce à ces deux informations-là que l'email sera routé à la bonne destination. Donc après, on a le header, et le header, c'est l'entête de l'email, avec toutes les métadonnées. On a par exemple la date d'envoi de l'email, on a également le sujet de l'email, mais on a aussi le champ from et le champ to, qui est différent des champs dans l'enveloppe. Ici, ces deux champs seront visibles à l'utilisateur final, mais ils n'ont pas exactement la même fonction que ceux dans l'enveloppe. On va en parler un tout petit peu après. Et après, rien de très intéressant, on a le body, c'est-à-dire le corps du message. Mais le problème avec ce système, c'est que dans les deux champs from, ici, il est possible de les trafiquer, et de mettre l'email de son choix, ce qui est très problématique. En tout cas, quand la poste reçoit votre email, c'est-à-dire le serveur SMTP, il va l'envoyer depuis son propre serveur vers l'adresse email de destination, c'est-à-dire vers le serveur SMTP de destination. Mais comment savoir le bon serveur? Ce n'est pas très compliqué, on regarde l'enveloppe. Dans l'enveloppe, c'est écrit que le destinataire est une adresse en Gmail, donc on envoie l'email au serveur SMTP de Gmail, et qui après va les afficher dans la boîte mail du receveur. Et si c'était Outlook, bien l'email serait plutôt envoyé au serveur de Microsoft. Et à partir de là, s'il n'y avait aucune protection, les serveurs de Gmail ou d'Outlook auraient juste accepté l'email piégé. Alors à première vue, ça paraît être vraiment très technique. Il faut d'abord modifier le header, puis après modifier l'enveloppe, puis après modifier le machin, etc. etc. Et c'est vrai qu'à la main c'est un petit peu embêtant, mais une intelligence artificielle peut très bien le faire à votre place. Une IA peut tout simplement générer un script dans les différents langages comme Python, Node.js, PHP, etc. etc. Et ce script peut envoyer absolument n'importe quel email depuis l'adresse email de votre choix. Donc autant dire que c'est accessible à vraiment beaucoup de personnes. Mais alors, la question c'est, est-ce qu'on peut se protéger contre cette attaque? Et si oui, s'il y a des protections, est-ce qu'il est possible de passer outre les protections et quand même pouvoir exploiter les failles de sécurité? On verra tout cela en détail un petit peu plus loin dans la vidéo, mais il faut d'abord que je vous explique le fonctionnement d'un des protocoles à la base de tout Internet. Vous connaissez déjà peut-être le protocole DNS. On vous a dit que le protocole DNS servait à convertir les noms de domaine en adresse IP, pour que cela soit beaucoup plus simple à retenir. Et le tout grâce à des milliers de serveurs présents sur toute la planète, stockant la correspondance entre les deux. Ce processus s'appelle la résolution de noms de domaine. Mais en fait, le protocole DNS, c'est beaucoup plus que cela. Pour faire simple, ce n'est pas une adresse IP qui est associée à chaque nom de domaine, mais c'est plutôt un fichier de configuration entier. Ce fichier de configuration, c'est votre fichier de zone DNS, et ce fichier contient toute la configuration de votre nom de domaine.
Alors, je vais quand même vous montrer à quoi ressemble un fichier de zone DNS. Ici, on voit qu'il y a différentes informations, mais grossièrement, parmi ces informations, vous pouvez indiquer sur quel IP va pointer votre nom de domaine. Donc, l'utilisation classique du protocole DNS, que vous connaissez déjà. Ici, par exemple, je l'ai fait pointer vers l'adresse IP en .100.1. Mais on peut également définir des sous-domaines et les faire pointer vers une autre adresse IP. Par exemple, on a le www qui pointe vers le serveur web en .100.1 et FTP qui pointe vers le serveur FTP en .100.3 pour pouvoir télécharger des fichiers. Alors en général, si vous êtes propriétaire d'un nom de domaine, vous n'allez pas modifier ce fichier, vous le ferez directement sur une interface graphique sur votre navigateur. Ainsi, cela sera beaucoup plus simple pour vous et vous ne ferez pas crasher le serveur DNS à cause d'une erreur de syntaxe. Maintenant, passons à la pratique. Mais avant, j'ai une toute petite question pour vous. À votre avis, est-ce que les fichiers de zone DNS pour chaque nom de domaine sont-ils publics ou alors privés? La réponse, c'est qu'ils sont presque entièrement publics et on peut assez facilement les consulter sur Internet. Donc là, ici, je suis sur le site de la Google Admin Toolbox. Ici, c'est un site qui liste différents utilitaires de ce genre. Et depuis ce site, on peut accéder aux différents enregistrements DNS d'un nom de domaine. Donc je vais vous donner un exemple. Je vais prendre mon propre site, hacking-autodidacte.fr, ici, avec un E évidemment, et là on peut accéder aux différents enregistrements DNS. Alors on voit qu'il y a différents types d'enregistrements DNS, on a le A, on a le quadruple A, on a le NI, le CAA, le CNAME, etc. etc. Et chacun de ces enregistrements DNS a une fonction bien distincte. Par exemple, ici le A sert juste à pointer vers une adresse IP. On voit que mon site internet pointe vers cette adresse IP. Le quadruple A, lui aussi pointe vers une adresse IP, mais plus vers une adresse IPv6. On voit que là, je n'en possède pas. On a également un autre enregistrement ici dans MX qui lui pointe vers un serveur de messagerie. Par exemple, si vous envoyez un email à quelque chose @hackingautodidacte.fr, eh bien l'email sera traité par les serveurs de messagerie présents dans MX, ici, mailsec.protonmail.ch ou mail.protonmail.ch. Donc ici, avec cette information, vous pouvez en déduire que j'utilise ProtonMail pour gérer les différents emails. Ok, c'est cool, on a fait joujou avec le protocole DNS, j'espère que vous avez tout compris d'ailleurs de votre côté, mais concrètement, quel est le lien avec les emails? Eh bien le lien est assez simple, c'est dans les fichiers de zone DNS où sera toute la configuration des emails, et en partie de la sécurité des emails, en tout cas concernant ce nom de domaine. Le spoofing d'email, c'est vraiment un problème très embêtant. Pourquoi? Car n'importe qui peut potentiellement usurper votre adresse email et vous envoyer des attaques de phishing. Et évidemment, nous, on ne veut pas ça. Le problème, c'est que personne ne peut empêcher votre serveur d'envoyer des emails spoofés. Pourquoi? Car c'est votre serveur, c'est vous qui avez le contrôle absolu sur votre serveur. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est que dès que l'email aura été envoyé, ce sont les serveurs de Gmail, d'Outlook ou d'autres serveurs de messagerie, ça dépend de l'email de destination, qui vont les recevoir. Et la protection se fera au niveau de ces serveurs de messagerie. Ce sont ces serveurs de messagerie qui vont vérifier si l'email est valide ou pas. Et s'il n'est pas valide, soit on le met en spam, soit on met un petit avertissement en rouge en haut pour prévenir l'utilisateur, ou soit carrément on rejette cet email, donc l'email ne sera pas dans la boîte mail de l'utilisateur, et on n'affichera même pas de message d'erreur. Mais alors, comment faire? Comment les serveurs de messagerie font pour détecter les emails spoofés? Comment faire la différence entre le Gugus qui a spoofé l'email du président et le vrai email du président? En fait, c'est très possible. Il y a une différence majeure entre ces deux emails. La différence est vraiment toute bête. Les deux emails ont été envoyés depuis différents serveurs, donc avec différentes adresses IP. Je vais vous donner un exemple très concret, vous allez comprendre. Imaginons que les serveurs de Gmail reçoivent un email du ministre @outlook.com vers le président @gmail.com. Que va faire Gmail? En fait, Gmail va juste regarder l'adresse IP d'où provient cet email et va la comparer au serveur d'Outlook. Si elle provient des serveurs d'Outlook, c'est très bien, on accepte l'email, sinon on le refuse. Et pour savoir quelles sont les adresses IP autorisées à envoyer des emails avec le nom de domaine outlook.com, on regarde tout simplement la configuration DNS, donc tous les enregistrements DNS d'outlook.com. Donc je vais revenir sur mon navigateur et cette fois-ci je vais fetch tous les enregistrements DNS du nom de domaine outlook.com. Et plus précisément, je vais fetch les enregistrements TXT, ici.
Ici, l'intérêt des enregistrements TXT, c'est que cela permet de stocker des chaînes de caractères directement dans la zone DNS. Et ça, c'est extrêmement utile pour prouver à quelqu'un que c'est vous qui possédez ce nom de domaine. Par exemple, si vous voulez utiliser Google Analytics pour votre site, eh bien Google va vous demander de prouver que ce nom de domaine vous appartient. Et donc, vous devrez mettre une clé ici personnalisée dans votre zone DNS. Et Google va bien vérifier que vous avez mis cette clé exacte. Mais ce qui va nous intéresser plutôt, c'est la configuration SPF. Donc c'est la chaîne de caractères qui commence par V est égal à SPF. Et c'est dedans où il y a toutes les adresses IP qui sont autorisées à envoyer des adresses email avec le nom de domaine outlook.com. Par exemple, ici, en 157.155.9.128 jusqu'à 256. Ou encore, on a les noms de domaine suivants, donc spf-outlook.com, -boutlook.com, etc., etc., qui eux aussi sont autorisés à envoyer des adresses email depuis le nom de domaine outlook.com. Donc ici ce sont des noms de domaine, mais on peut très bien les résoudre en adresse IP, cela ne pose pas de problème. Et si vous souhaitez usurper une adresse email avec le nom de domaine outlook.com, eh bien vous devrez l'envoyer depuis ces serveurs-là, parce que si vous l'envoyez depuis votre propre serveur chez maison, eh bien l'email ne sera tout simplement pas accepté, parce que l'adresse IP n'est pas contenue dans cet enregistrement SPF ici. Donc on avait vu que le principal avantage du SPF est un avantage en matière de sécurité. Le SPF permet d'éviter le spoofing grâce à une liste d'adresses autorisées à envoyer des emails. Mais l'avantage du SPF est aussi en matière de délivrabilité. Par exemple, si les serveurs de Gmail reçoivent un email d'un nom de domaine sans enregistrement SPF, eh bien les serveurs de Gmail ne sauront pas si cet email a été spoofé ou pas, car il n'y a pas d'enregistrement SPF. Ils ne connaissent pas les adresses IP qui sont autorisées à envoyer cet email. Et donc, par conséquent, ce genre d'email aura beaucoup plus tendance à tomber en spam. Alors attention, la protection SPF est loin d'être infaillible. Par exemple, la protection SPF ne se base que sur le champ from de l'enveloppe. Donc le SPF va valider ce champ from, par contre il ne va pas valider le champ from du header. Pourtant c'est bien le header qui s'affiche à l'utilisateur final comme expéditeur de l'email. Et ça c'est un problème, même si certaines boîtes mail modernes scannent les emails dont le champ from et le header from sont différents, pour après les vérifier de plus près. Pour se protéger contre ce problème, on va utiliser un deuxième mécanisme de protection, c'est le DKIM. Cette fois-ci, ce deuxième mécanisme ne va pas agir uniquement sur l'enveloppe, mais il va aussi agir sur tout le contenu du message. Alors comment fonctionne exactement le DKIM ? Comme pour beaucoup de choses en cybersécurité, cela fonctionne avec un système de clés privées et de clés publiques. Donc d'abord, vous générez une paire de clés privées et publiques, et la clé publique, vous allez la mettre sur votre serveur DNS, dans un enregistrement DNS. Ainsi, cette clé publique sera accessible pour absolument n'importe qui, du temps qu'il a accès à une connexion Internet. Alors que la clé privée, vous allez la garder pour vous, sur votre serveur bien au chaud. Personne n'est censé pouvoir y avoir accès. Car si vous vous faites voler cette clé privée, vous allez potentiellement vous faire spoofer vos emails. Évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Et donc, avec cette clé privée, à chaque fois que vous allez envoyer un email, vous allez signer cet email avec votre clé privée. Et donc produire une signature digitale complètement infalsifiable. Et cette signature digitale, vous allez les mettre tout simplement dans les headers de l'email. Et une fois que l'email aura été envoyé, il sera reçu par les serveurs de messagerie. Et les serveurs de messagerie, comme par exemple ceux de Gmail, ceux d'Outlook, ça dépend de l'adresse email de destination, ils vont pouvoir vérifier la signature grâce à la clé publique, qui est évidemment publique et qui est présente dans les enregistrements DNS de notre nom de domaine. Et donc avec ça, il est possible de vérifier l'authenticité du message, c'est-à-dire que c'est bien celui qui a la clé privée associée à la clé publique qui a bien envoyé le message. Donc normalement, c'est censé être vous, à part si c'est quelqu'un qui vous a volé la clé privée, qui peut donc signer des emails frauduleux à votre place. Évidemment, je vous épargne tous les détails mathématiques, car les algorithmes de signature digitale sont des algorithmes qui reposent sur les mathématiques, notamment sur le système RSA, que vous connaissez peut-être, ou encore sur les courbes elliptiques. Si vous êtes intéressé par les algorithmes de signature digitale, je pourrais mettre des liens dans la description. Comme ça, vous pourrez avancer sur ce sujet. Mais à part cela, si vous avez bien configuré votre DKIM et votre SPF, vous ne devrez pas avoir de problème. Ce sont, on va dire, les deux plus grosses protections que vous devrez implémenter sur votre serveur. J'aimerais aussi vous parler d'un troisième élément,
Alors ce n'est pas un élément de protection, mais c'est plus un élément de configuration, et cet élément c'est le DMARC. Alors à quoi sert le DMARC? Le DMARC va vous servir pas directement à vous protéger contre les emails de spoofing, mais va plutôt indiquer que faire si un spoofing a été détecté. Par exemple, que faire si l'email n'a pas passé l'ESPF, ou encore si l'email n'a pas passé le DKIM, ou encore s'il n'a pas passé les deux. Est-ce que par exemple il faut le mettre en spam? Est-ce qu'il faut complètement le rejeter? Ou alors est-ce qu'on peut l'accepter? Et c'est grâce au DMARC que vous allez pouvoir configurer cela. J'en ai fini avec cette vidéo, vous avez déjà une bonne vue d'ensemble des 3 éléments de configuration qu'il faut mettre dans sa zone DNS pour configurer ces emails. Mais je n'ai pas pu parler de tout dans cette vidéo. J'ai esquivé certains détails techniques, car sinon ça ne passera pas dans une simple vidéo de moins d'1/4 d'heure. Je ferai donc peut-être une deuxième vidéo beaucoup plus pratique sur le fonctionnement du DNS ou du protocole SMTP plus en détail. Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin et faire vos propres recherches sur ce domaine-là, alors j'ai mis quelques liens dans la description. Sinon, en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo.